Utiliser stratégiquement le CELI et le REER pour vivre l'autonomie financière au Canada, c'est ce dont il va être question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui. Par rapport à des gens qui veulent parvenir à l'autonomie financière, c'est sûr de connaître la bourse, les véhicules d'investissement, les fonds négociés en bourse, les actions, c'est une chose. Mais comprendre aussi la fiscalité puis les différents types de véhicules d'investissement avec leurs propriétés techniques, à mon avis, c'est quelque chose de très important qui peut faire une différence au niveau de l'enrichissement et de la possibilité de vivre concrètement de l'autonomie financière. L'enregistrement d'aujourd'hui, naturellement, s'adresse aux gens au Canada, étant donné que je vis au Canada présentement. Et au fil des derniers mois, j'ai étudié d'une manière assez approfondie la fiscalité, donc l'impôt qu'on peut avoir à payer par rapport aux gains à capital, le REER, puis également le CELI. Donc, le REER et le CELI, à mon avis, c'est deux véhicules d'investissement qui sont importants à comprendre dans leurs détails pour les utiliser stratégiquement dans l'optique de vivre l'autonomie financière, notamment de vivre de revenus passifs à chaque mois liés à encaisser de l'argent provenant des revenus de dividendes ou de distribution liés à des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Donc, par rapport aux informations qui vont être abordées aujourd'hui, je vous propose de les vérifier par vous-même de manière indépendante. On va toucher à des informations naturellement qui sont pointues, qui sont techniques, mais qui sont vraiment fondamentales et qui peuvent faire la différence dans la vie d'une personne en s'enrichir ou pas. Parce que ce qui joue beaucoup sur l'enrichissement, c'est la quantité d'impôts qu'on paye ou pas à chaque année, naturellement. Bien entendu, l'enregistrement présent n'est pas un conseil en investissement et n'est pas non plus un conseil en matière de fiscalité. Je ne vous dis pas quoi faire, je ne suis pas conseiller en investissement et je ne suis pas fiscaliste. Par contre, je vous parle de ce que j'étudie. Naturellement, je vous propose de ne pas croire ce que je dis et de vérifier toute information abordée par vous-même de manière indépendante. Ceci dit, je commence à proprement dit. Par rapport au système financier du Canada et les véhicules d'investissement et de l'impôt, ce qui est important, c'est de bien comprendre les règles du jeu. Un peu comme lorsqu'on va jouer, par exemple, au jeu de Monopoly où on peut acheter des terrains qui donnent des revenus passifs parce qu'à chaque fois que les gens passent sur les terrains, ils sont obligés de payer un loyer. Ou le jeu de 1000 bornes, Roche. J'insiste sur le Roche version accélérée parce qu'il y a des effets de levier qui n'existaient pas dans le jeu de 1000 bornes de base. Mais si on comprend comment que ça fonctionne, le système d'une manière détaillée, on peut en tirer profit. Dans le jeu de 1000 bornes Roche, c'est que, par exemple, quelqu'un peut piger une carte d'une borne qui vaut 200 points, puis avec un effet de levier x2, au lieu que ça lui donne juste 200 points, ça lui donne 400 points. Et c'est la même chose qu'on peut faire, par exemple, avec des fonds négociés en bourse avec des effets de levier. Si on pense, par exemple, au Nasdaq 100, il y a le fonds QLD-U qui existe avec un effet de levier de x2 qui double le rendement par rapport au Nasdaq 100. Donc, c'est un petit peu le même principe. Donc, il y a des parallèles avec les jeux de société qui peuvent être faits par rapport à la finance, puis il y a des jeux de société aussi qui se rapportent à la finance, qu'on peut étudier. Cette petite mise en contexte faite. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Par rapport à la fiscalité, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ne s'intéressent pas, que c'est perçu comme quelque chose de complexe, d'ardu, les règles liées à l'impôt, mais sont vraiment fondamentales à comprendre. Comme par exemple, pour l'année d'imposition 2026, le crédit personnel de base du gouvernement fédéral, parce qu'ici au Québec, on a deux paliers d'impôts, une société distincte, on a le provincial puis le fédéral. Tandis que d'autres endroits dans le monde, il y en a qui ne payent pas d'impôts, comme à Dubaï. Les entrepreneurs qui vont aller là travailler ne payent pas d'impôts ou ils ont juste un niveau d'impôt, comme les autres provinces du Canada. Mais nous autres, on est une société distincte au Québec, donc il y a de l'impôt fédéral, provincial. Donc, le crédit personnel de base est de 16 452 pour les particuliers. Ça, c'est le maximum qui est imposable en REER et quelqu'un pourrait, dans le fond, avoir ça comme revenu sans être imposé ou se faire rembourser l'impôt qu'il a payé en acompte provisionnel par rapport à des revenus de dividendes ou des revenus passifs. Il y a des fonds négociés en bourse que la personne retire, puis elle pourrait compléter
dans le fond, pour répondre à ses besoins avec du CELI, qu'il y a un compte libre d'impôt, que la personne, lorsqu'elle décaisse de l'argent du CELI, qui est une forme de paradis fiscal légal, la personne ne paye pas d'impôt. Donc, quelqu'un pourrait aller chercher un revenu passif, par exemple, de 16 452 en REER, qui est, dans le fond, sur le coup, est imposable. Ils se prennent une retenue de 19%, mais par la suite, à la fin de l'année, il y a un équilibrage des comptes. Et normalement, si c'est en bas d'un certain montant, qui est le revenu personnel de base, qui varie d'une année à l'autre, bien, la personne, dans le fond, elle se fait rembourser ce montant-là. Donc, c'est sûr que le montant de personnel de base du gouvernement fédéral, habituellement, il va être augmenté au fil des ans pour s'adapter à l'inflation qui augmente et le pouvoir d'achat qui diminue. Par exemple, en 2024, il était de 15 705 $. Donc, vous voyez, il est à 15 000 quelques, là, il tombe à 16 000, éventuellement, ça sera 17 000. Donc, quelqu'un qui dirait, qui décaisse, par exemple, 16 452 $ de REER sur une année, comme l'année 2026, on divise ça par 12, ça fait 1 371 $ par mois que la personne pourrait, par exemple, soit décaisser des placements ou empocher des revenus via des fonds négociés en bourse avec option d'achat. Puis elle décaisse pas de placement, un peu comme la méthode qu'explique Adrienne dans ses vidéos sur sa chaîne YouTube de Passive Income Investing, avec le concept de posséder des fonds négociés en bourse avec d'options d'achat qu'on possède pour toujours, qu'on vend jamais, peu importe ce qui arrive, puis on prend juste les revenus de distribution pour vivre, que ce soit en REER ou dans un compte CELI. Donc, le concept, je le trouve très intéressant. Pour ce qui est du REER, régime d'épargne retraite, ce qui est important de comprendre, j'ai fait mes vérifications. Moi, je fais affaire avec la plateforme de courtage ici au Québec, Disnat, qui est associée à la Caisse populaire Desjardins. J'ai parlé avec un employé de l'entreprise au téléphone qui m'a expliqué que et confirmé des informations que pour décaisser du REER, faire des transferts de l'argent à mon compte courant de revenus de dividendes ou des revenus passifs, dans mon compte de Desjardins, ça prend un maximum de 48 heures de traitement. Il me dit qu'un frais de retrait, dans le fond, si je fais un retrait partiel de l'argent que j'ai, c'est 25 $ plus taxes, soit 28,75 $ par transaction. Puis là-dessus, il y a un impôt que lui, il doit calculer d'acompte provisionnel qui est de 19%, soit 5% fédéral, 14% par rapport au provincial au Québec. Donc, puis ce type de transaction-là, ce qui m'expliquait l'employé, c'est que ça se fait seulement par téléphone. Puis, en lien avec la transaction, pourquoi qu'il y a un frais entre autres, c'est qu'il calcule l'impôt. Pour qu'il y ait une retenue d'impôt, pour pas que la personne se ramasse à la fin de l'année, puis le gouvernement il dit, ben écoute, tu me dois 19% d'impôt. La personne dit, ben là, je l'ai pas, je l'ai dépassé à mesure, mon argent. Fait que là, eux autres, ils retiennent l'impôt pour qu'à la fin de l'année, quand vient le temps d'équilibrer les comptes, ben la personne soit en mesure de payer le 19% d'impôt a été déjà prélevé pour le gouvernement. Puis dans le meilleur des cas, si la personne a gagné en bas d'un certain montant, dans le cas présent 16 452, le gouvernement lui redoit de l'impôt que la personne a payé en trop à titre prévisionnel. Donc, c'est sûr que en sachant pourquoi je vous parlais tantôt des règles du jeu comme Monopoly ou le Mine Bonne Roche, c'est que la règle du jeu avec du REER qu'on décaisse, c'est que ça coûte à chaque fois pour chaque transaction 28,75 $. Donc, ça devient moins intéressant à ce moment-là de faire des retraits à tous les 2 semaines à cause du frais. Ce qui fait que des fonds négociés en bourse avec option d'achat, prenons par exemple QD qui donne des distributions 2 fois par mois, ou même chose pour SD, qui donne des bons rendements, mais c'est 2 fois par mois. De retirer ça à toutes les 2 semaines, c'est moins intéressant parce que à chaque fois que je voudrais retirer ça pour transférer de mon compte REER à mon compte comptant les distributions, ça me coûte un frais de 28,75 $. Donc, en sachant l'information, pour éviter de payer des frais inutiles, si j'en retire, peut-être que je vais dû retirer du REER 1 fois par 2 mois pour retirer des montants, mais en même temps, le montant, il faut pas qu'il soit plus élevé que 5 000 $ parce que si c'est plus que 5 000 $, il y a une retenue plus que 19% d'impôt.
Fait que c'est quand même délicat tout ça, là. Il y a des paramètres particuliers. Fait que c'est pour ça que je vous expliquais, c'est un peu comme un jeu de société. Mais une fois qu'on comprend les règles, ben c'est facile d'œuvrer par rapport à ça. Pour sa part, concernant le compte CELI, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne paye pas d'impôt dessus. Donc, je prends le compte CELI, par exemple, j'ai suraccédé, je prends le montant d'argent, puis je le mets dans mon compte comptant. J'ai fait l'expérience moi-même, puis il y a un délai de traitement. Disons, le maximum, c'est 48 heures. Ça m'a pris moins de temps que ça. Quand j'ai fait le virement, ça m'a pris à peu près, dans un espace d'une journée ouvrable, là, 24 heures, le virement était fait. L'avantage, c'est que je peux le faire par moi-même. J'ai pas besoin de parler à un employé de Disnat par téléphone pour qu'il fasse la transaction. Puis là, à ce moment-là, en CELI, vu que je paye pas d'impôt, puis de montant dessus de 19%, puis de montant de 28,75 à chaque transaction, là, ça devient intéressant de faire des retraits à chaque semaine avec des fonds négociés en bourse comme QD que je possède. Pourquoi? Ben, parce que à ce moment-là, il y a pas le frais, là, comme j'expliquais, puis l'impôt de retenue directement comme ça. Donc, je trouve ça plus intéressant. Fait qu'il y a des stratégies qui peuvent être mises en place. Tu sais, quelqu'un peut dire dans mon CELI, je vais mettre des fonds avec des distributions 2 fois par mois de revenus passifs liés à la vente d'options d'achat par rapport à des fonds négociés en bourse. Dans ce cas de réel, la personne va dire non, je vais privilégier des produits qui vont me donner des distributions 1 fois par mois. En fait, c'est propre à chacun. L'idée, c'est de comprendre la mécanique du système. Et j'insisterai jamais là-dessus pour être en mesure d'en tirer profit par la suite. Ce qui peut être bien naturellement pour quelqu'un qui veut vivre l'autonomie financière, c'est faire son budget sur un an, comment ça coûte, puis avec des dépenses amorties sur un mois. Parce que la façon de procéder par rapport à des fonds négociés en bourse avec option d'achat, c'est qu'habituellement, il y a des distributions pour les fonds canadiens 1 fois par mois ou 1 fois par 2 semaines. Et là, ce qui est important, c'est d'établir c'est quoi le minimum de base que vous pouvez avoir besoin pour être capable de vivre, pour fonctionner. Comme par exemple, si moi, pour mon changement d'huile d'auto, ça me coûte à chaque fois 100 $, je fais 2 changements d'huile par année, ça me coûte 200 $. Si je l'amortis sur un mois, parce que sur un an, il y a 12 mois, ça me fait 16,67. Permis annuel de mon auto, 50,23, divisé par 12, 4,19. Immatriculation de mon auto, dans mon cas, 217,41, divisé par 12, 18,12. Assurance automobile, dans mon cas, c'est 837,35, divisé par 12, ça fait 69,78. Fait que vous pouvez passer en revue toutes les dépenses. Les dépenses, je ne passerai pas tout en revue mes dépenses personnelles. Là, c'est pas le but, c'est pas de m'étaler sur ma personne, mais c'est de dire que dans le fond, vous pouvez faire les dépenses liées à l'automobile. Ça peut être lié aussi si vous êtes abonné à Netflix, le montant que ça vous coûte à chaque mois. Si vous êtes votre montant de loyer, votre montant pour la nourriture, votre abonnement pour câbleau, distribution, Internet, téléphonie, télévision, etc. Puis voir c'est quoi le montant minimal. Une personne, son montant minimal, après avoir fait tous les calculs sur l'ensemble de ses dépenses amorties sur un mois, pourrait arriver à un montant comme celui-ci, 16 635,15. Là, ici, quand que je parle de montant minimal pour fonctionner, c'est pas un montant où la personne a un mode de vie luxueux. C'est la base si la personne n'a pas d'imprévu, là. Dans le sens que ça fait pas des gros voyages, là. Ça élimine tout le superflu, là. S'il n'y a pas de sortie au restaurant pendant le mois, pas de sortie au cinéma, elle joue pas au golf, la personne peut déterminer son... C'est sûr que les besoins, on peut tout le temps en avoir, là. Je veux dire, je regardais des vidéos sur Internet de YouTubers qui utilisent des fonds négociés en bourse. Il y en a qui vont chercher des revenus de 10 000 $ par mois. Là. Ça dépend des revenus de chacun. Mais quelqu'un peut dire, ben mon minimum, là, pour que je sois vraiment capable de payer mon loyer, la nourriture, sans tomber dans des affaires qui sont pas essentielles, comme aller au restaurant ou aller au casino, ben c'est tel montant. Une fois que la personne a identifié son revenu minimum, ce qu'elle peut faire, c'est sûr qu'elle peut dire, ben, dans l'optique de parvenir à l'autonomie financière, répondre à mon besoin de base, je peux viser à avoir un peu plus que ce montant-là, qui est vraiment la base, qui est identifié.
Pourquoi? Parce que, idéalement, ça prend un revenu supérieur à celui de base pour en réinvestir une partie pour avoir des revenus passifs, puis acheter des fonds négociés en bourse avec option d'achat pour pouvoir conserver son pouvoir d'achat au fil des ans. Puis on peut émettre l'hypothèse que l'inflation est au moins à 3%, ce qui fait que le montant reçu doit augmenter d'au moins 3% par année pour tout simplement que le pouvoir d'achat de la personne se maintienne dans le temps. Parce que tout coûte plus cher avec le temps lié à l'inflation monétaire, donc c'est un paramètre important à prendre en considération dans l'équation. Puis aussi, c'est sûr que c'est bien que la personne se prévoit une marge de manœuvre si la bourse baisse et que les distributions sont réduites. C'est déjà arrivé par rapport à certains fonds négociés en bourse, des gens qui ont le fonds MSTE-C qui est passé de 66 sous par mois de distribution à 10 sous aujourd'hui. Donc, il la trouve pas nécessairement drôle là, dans certains cas. Donc, mais ça, c'est un cas extrême, là, naturellement. Là. Donc, ça prend une marge de manœuvre par rapport à des baisses possibles de distribution parce que la bourse, si c'est des fonds négociés en bourse que la personne prend liés à des indices comme le Nasdaq 100, SP500, TSX 60, puis à un moment donné, les indices baissent, puis il y a une crise. Disons que l'indice il baisse de 25%, ou c'est lié au Bitcoin, puis le Bitcoin baisse de 30%, mais les revenus vont baisser. Ce qui fait en sorte que ce qui peut être intéressant, c'est que si la personne, une fois qu'elle a identifié son montant de base, elle a une marge de manœuvre pour avoir un petit peu plus là, pour compenser. Si on pense au HHIS, qui est mon fonds négocié en bourse présentement préféré, la gamme de produits Harvest, qui se rapporte à 20 entreprises essentiellement dans le secteur technologique, il donne 25 sous par mois. Mais dans le passé, il était déjà, il donne 27, pardon, présentement, il avait déjà été à 25 sous par mois. Puis dans le futur, ben c'est sûr que ça se peut qu'il rebaisse, là, qu'il perde quelques sous, là. Puis ça peut faire une différence par rapport à des montants d'argent importants. Dans le sens que si quelqu'un évalue que, bon, son minimum, c'est 16 035 et 15, puis là, la personne a calculé ce montant-là dans l'optique qu'il vit avec sa conjointe, puis il paye un loyer. Bon, disons que le loyer coûte environ 1 000 $ par mois. Donc, puis il en paye la moitié, 500 $. Comment dire, c'est un montage financier qui peut tenir la route dans l'optique que chacun des deux partenaires du couple paye la moitié du loyer. Mais s'ils se séparent à un moment donné, puis il se ramasse tout seul à payer un loyer de 1 000 $, que il passe de 500 à 1 000 $ par mois, ça va accaparer une bonne partie de son budget, là. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça que ça peut être important d'avoir une marge de manœuvre, dans le sens que quelqu'un pourrait dire, OK, mon minimum, c'est tel montant, mais je vise à avoir au moins 3 000 $ par mois pour faire face à des baisses de distribution, faire face aussi s'il y a une urgence. Par exemple, la personne a un problème important avec son auto, puis bon, il faut qu'elle fasse changer les freins, puis ça coûte, admettons, 500 $ ou 700 $. Il faut, dans certaines mesures, une certaine marge de manœuvre. Fait que les calculs sont importants à être faits, puis de prendre en considération le fait que les fonds négociés en bourse peuvent fluctuer. Par rapport à HHIS, comme je vous disais, qui est mon fonds préféré, j'ai fait des calculs que vous pouvez voir à l'écran. Donc, quelqu'un qui va avoir 3 000 $ par mois en HHIS, si chaque part donne 27 sous par part, on fait 3 000 divisé par 27, ce qui fait 11 111 et 11. Si le coût de l'action de la HHIS, en fait, chacune des parts là, du fonds négocié en bourse est de 10 et 75, ça prend 119 444 et 43 $. Si le marché va moins bien, puis il y a moins de croissance par rapport aux entreprises de technologie qui sont liées au fonds, comme par exemple Google, Meta par rapport à l'entreprise Facebook, Apple, on a vu récemment, là, en fait, hier, qui a connu une baisse, ou Tesla, ben là, c'est sûr que les distributions peuvent baisser. Donc, si chaque part donne 25 sous au lieu de 27 sous, on fait 3 000 divisé par 0,25, ça fait 12 000 parts que ça prend à 10 et 75 pour donner, pour avoir 3 000 $ par mois, ça va revenir à 129 000 $ au lieu de 119 000.
Fait que vous voyez un écart de 2 sous. C'est sûr, des fois, on peut parler des fonds négociés en bourse. Là, ça a baissé d'1 sou, 2 sous, une demi-cent. Les gens vont dire, ah, des détails, c'est pas, ça changera pas une vie. Mais sur des montants importants d'argent, la réponse, oui, ça change une vie parce que vous voyez un écart de 2 sous. Ça fait en sorte que, dans le fond, quelqu'un est obligé de prendre 10 000 $ de plus de placement pour passer de 119 000 à 129 000 pour avoir le même montant de 3 000 $ par mois. Fait que oui, des fois des cents ou même des demi-cents, parce que des fois, il y a des fonds qui augmentent. J'ai vu récemment, il y avait QD qui augmentait, mettons, d'une demi-cent, de ce que j'avais compris, la valeur du fonds, des distributions, 2 fois par mois. Bon, ben oui, ça peut faire une différence sur des montants d'argent importants, là, naturellement. Là. C'est sûr, si quelqu'un en prend 2-3, ça change pas une vie. Mais si la personne en prend 12 000 parts ou 11 111 parts, là, ça peut changer une vie. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien mettre en contexte l'information. Sinon, ce que j'avais à mentionner, c'est sûr que si quelqu'un décide d'arrêter son emploi en lien avec l'investissement avec des fonds négociés en bourse, il y a des options d'achat, un peu comme le fait plusieurs YouTubers, là, c'est surtout dans le domaine, dans le fond anglophone canadien. Là, on pense à des gens d'Adrian qui vivait autrefois au Canada. Lui, il a changé de pays présentement, mais il a connu la réalité d'ici. Il a vécu à Montréal là, pendant une partie de sa vie. Bon, ben, quelqu'un qui décide d'arrêter son emploi, c'est sûr que c'est important d'être conscient des risques que ça implique d'investir dans des fonds négociés en bourse, puis de réaliser comme il faut que il y en a qui sont plus risqués que d'autres, puis voir c'est quoi pour soi le risque qu'on est prêt à assumer. Comme par exemple, par rapport à SP500, vous avez le fonds SD qui se rapporte à 500, essentiellement 500 entreprises, hein, SP500. QD par rapport au Nasdaq 100, mais c'est lié à 69 entreprises technologiques, tandis que QQCL lié au Nasdaq 100, c'est vraiment par rapport aux 100 entreprises. Donc, il y a des nuances par rapport à ça que c'est important de bien comprendre. HHIS, c'est 20 entreprises essentiellement du secteur de la technologie. Puis, vous pouvez prendre des titres spécifiques comme Tesla, qui se rapportent à l'entreprise Tesla. À ce moment-là, par rapport à ça, c'est de voir le risque que vous êtes prêt ou pas à assumer. Moi, c'est sûr que je suis plus à l'aise de répartir le risque sur en prenant en ligne des indices boursiers qui sont auto-nettoyables, comme par exemple QQCL et au Nasdaq 100. Pourquoi? Ben, si une entreprise dans l'eau fait faillite, elle est remplacée par une autre, tout simplement. Celle qui était en 101e rang devient la 100e. C'est peu probable que des 100 entreprises du Nasdaq 100 ou tout le secteur technologique américain fassent faillite d'un coup. Quelqu'un qui est un peu plus audacieux, ben, du HHIS, c'est sûr que c'est mon fonds préféré en termes de risque-bénéfice, parce que c'est vraiment des entreprises technologiques qui sont très grandes, qui valent des milliards de dollars, ou quelqu'un qui veut aller chercher plus de rendement, qui est encore plus audacieux, comme Tesla, ou par rapport à MSTE lié à l'entreprise MicroStratégie. J'ai vu un jeune là, qui faisait ça sur Internet, j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Moi, je trouve ça dangereux, là, mettre l'essentiel de son capital sur MSTE. Surtout que les distributions ne sont pas garanties d'un mois à l'autre. C'est ça. C'est d'être conscient des enjeux que ça implique, puis du risque ratio, risque-récompense. C'est important de bien comprendre parce que on n'a rien pour rien dans le domaine du placement, là, malheureusement. Si on prend un fonds comme QQCL, qui est associé au Nasdaq 100, on peut voir que, bon, ça coûte, au moment où je vous parle, 27,13 sous la part, puis ça donne 31 sous par mois de revenus passifs, soit 13,43% de rendement par année. En fait, le fonds a pris de la valeur dans le temps, mais le pourcentage de rendement a baissé un peu. Dans le passé, je l'avais déjà vu, il était peut-être à 17%. 13,43, c'est pas beaucoup. Par contre, c'est un fonds qui a une bonne stabilité, c'est lié au Nasdaq 100, une bonne croissance de la valeur du fonds, de l'actif net, puis des distributions qui sont quand même, de ce que j'avais vu, quand même stables. Fait que c'est intéressant pour ça. Par contre, il y a d'autres fonds qui vont donner plus de rendement, mais qui ont plus de risque. HHIS, comme je l'expliquais tantôt, c'est pas lié à 100 entreprises, mais 20 entreprises.
Au moment où je vous parle, puis j'ai fait le document, la part est à 10,75, ça donne 27 sous par mois. Puis, pour des mois précédents, parce que ça fluctue, à un moment donné, c'était à 25 sous, là, c'était passé récemment, ben, il y a quelques mois, en fait, à 27. On peut dire que ça varie entre 24 et 30 de rendement par année. Ce qui est quand même bon. Ensuite, il y a d'autres entreprises, comme par exemple le fonds négocié en bourse avec option d'achat lié à l'entreprise Nvidia, qui vaut environ 5 milliards de dollars. Je pense qu'elle ne fera pas faillite demain matin compte tenu de sa valorisation imposante, qui est spécialisée dans les GPU par rapport aux cartes graphiques. Bon, une entreprise de la tech là, qui a une portion d'ailleurs importante liée au Nasdaq 100. Le fonds, il coûte 13,41 puis ça donne 25 sous par mois sur 23,49% de rendement par année. Fait que des fois, je regarde ça puis je dis, OK, je prends une action spécifique, un fonds négocié en bourse, spécifique, il y a une action spécifique comme celle d'NVIDIA, puis finalement, j'ai moins de rendement que l'autre sur les 20 actions. Résultat, ben, c'est que le risque est plus concentré sur Nvidia par rapport à ce que ça me rapporte versus HHIS qui me donne un peu plus, hein, entre 24 et 30% au lieu de 23,49. Le risque est mieux réparti, puis en plus, j'ai plus de rendement. Fin de la course, ben, je vais plus investir sur HHIS qu'Nvidia. Sinon, il y a Tesla, TSLY-C si vous le cherchez sur le moteur de recherche d'ISNAT. Bon, ça coûte, au moment où je vous parle, 7,10 $, puis il donne 19 sous par mois de revenus passifs, ce qui donne 34,13% de rendement par année. Donc, c'est sûr qu'on s'entend, 34% par année, ça dépasse les autres fonds auxquels j'ai fait allusion. Par contre, le risque est nettement plus concentré sur une entreprise spécifique Tesla. Est-ce que je me sentirais à l'aise, dans mon cas, juste prendre ça pour avoir des distributions importantes et prendre ma retraite en faisant confiance seulement à Elon Musk et sa capacité incroyable de gestion? La réponse, c'est non. Donc, mais c'est propre à chacun. C'est sûr que si, pour faire le calcul, pour vous donner une idée à quoi ça peut ressembler, ben quelqu'un, disons que par rapport à un montant d'argent qui est facile à compter, disons 100 000 $, quelqu'un qui prend du Tesla, ça fait 34 130 $ de revenus passifs. Et si le montant est mis dans un compte de type CELI, qui est un compte libre d'impôt légal ici au Canada, paradis fiscal légal, la personne, elle paye pas d'impôt. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tandis que si la personne prend du Tesla puis elle décaisse par rapport au revenu passif sur le 34 000, elle décaisse le montant que je parlais tantôt, 16 452 ou moins. Il va en retenir 19% si c'est dans un compte REER à chaque fois qu'elle décaisse un montant, plus un frais de gestion d'institutions financières. Dans mon cas, avec Desjardins, c'était 28,75. Mais par la suite, à la fin de l'année, quand vient le temps de payer les impôts, probablement que la personne va avoir un retour d'impôt, donc en lien avec le montant d'acompte approvisionnel de 19% perçu. Donc, on y redonne de l'argent. Donc, si c'est en REER, quelqu'un peut adopter un mix en disant, ben moi, je vais décaisser 16 452 de REER, puis le reste pour compléter, pour répondre à mes besoins annuels du CELI. Donc, ça, c'est propre à chacun. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le pourcentage puis le nombre de sous que ça donne à chaque fonds, ça a un impact cumulatif pour des grandes sommes, comme je le mentionnais tantôt. Donc, quelqu'un qui prend 100 000 $ dans un CELI de Tesla, puis ça lui donne 34 130 $ par année. C'est pas pareil que prendre un 100 000 $ en QQCL qui va donner 13 430 $. Là. Vous voyez la différence, là, dans le sens qu'il y en a un que c'est quasiment 3 fois plus, là, d'argent que ça donne. Mais c'est important de comprendre aussi par rapport aux revenus passifs à chaque mois. Tesla, il y a quelques mois, donnait 25 sous par mois. Là, il a baissé, dans le fond, à 19 sous. Donc, de 25 à 19 sous par mois, ben c'est sûr que quelqu'un qui en prend pour un gros montant, ça représente une baisse importante. Un peu comme je l'expliquais tantôt par rapport à HHIS,
où la personne, par exemple, passe de 27 sous à 25 sous pour des sommes importantes d'argent, comme au-dessus de 100 000 $, ça peut faire une différence. D'où l'importance d'avoir des fonds qui, si quelqu'un veut vivre de ça, prennent en considération la stabilité des distributions, comme le jeune qui tripait sur MSTE, que j'avais vu en vidéo. Puis il en avait pris à peu près pour 200 000. Bon, ben, quelqu'un qui en a pour 200 000 $, puis la part, chacune passe de 66 sous de distribution à 10 sous au fil des mois. C'est pas tellement intéressant. Sauf si la personne se prend un montant d'argent important, comme par exemple la personne en a pour, ça lui donne, mettons, 10 000 $ de revenus passifs par mois, puis elle passe de 10 000 à 7 000, mais si la personne a besoin d'un minimum de 3 000 pour fonctionner, que ça baisse comme ça, c'est pas nécessairement problématique. Il faut juste s'assurer que le montant de base ne baisse pas en bas de son minimum de base. Puis le minimum de base, c'est propre à chacun selon sa situation personnelle. Si la personne habite seule en logement, puis juste en partant, ça coûte 1 000 $ par mois, ou la personne vit dans un grand centre comme Québec ou Montréal, puis le même logement, ça coûte 1 300 par mois, c'est pas pareil que la personne qui vit, dans le fond, dans une petite ville, puis ça coûte 1 000 $ par mois, puis on en paye la moitié, puis ça y revient à 500 $ par mois, là. Donc, ça, c'est un élément important à prendre en considération dans le calcul, c'est-à-dire du mode de vie. Puis par rapport à toutes les informations que je vous ai présentées aujourd'hui, liées au fonds négociés en bourse, liées à la fiscalité canadienne, au REER et au CELI, je vous propose de tout la vérifier par vous-même de manière indépendante. Pourquoi? Parce qu'une erreur est si rapidement arrivée, puis les informations vont changer au fil du temps. Comme le crédit de base fédéral d'une année à l'autre change. En 2024, c'était 15 705. Là, en 2026, c'est 16 452. Puis si quelqu'un écoute ma vidéo en 2027, normalement, ça va être un montant un peu plus élevé que celui présent pour que la valeur soit indexée à l'inflation. Donc, je sais qu'aujourd'hui, l'enregistrement que j'ai fait est un petit peu plus technique, mais il faut comprendre les paramètres de la société dans laquelle on se trouve si on veut vivre l'autonomie financière et être capable de comprendre comme il faut les enjeux, notamment si on veut le faire en utilisant des fonds négociés en bourse avec option d'achat par rapport aux paramètres là, de ces fonds-là. Pour être capable, si on va de l'avant avec ce type de stratégie-là, de l'assumer à moyen puis à long terme, surtout si c'est, par exemple, dans l'optique de cesser de travailler. C'est sûr, quelqu'un qui, par exemple, lâche son emploi du jour au lendemain en pensant qu'il est parvenu à l'autonomie financière, puis il y a des erreurs de calcul qui fait que finalement, ses distributions à chaque mois baissent drastiquement. Quelqu'un qui avait pris MSTE puis il passe de 66 sous par mois par part à 10 sous par mois, c'est sûr que la personne peut-être elle va être forcée de retourner travailler, là. Donc, c'est important de bien comprendre les enjeux par rapport à ça. Donc, c'est ce que j'avais à dire dans le cadre de l'enregistrement. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.